Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Moi c'est Nicolas, celui de gauche. Donc comme Aline vient de le dire, je suis data scientist et responsable innovation chez Valoriad. Et moi, c'est Tanguy, référent technique Java, chez Valoriad également, donc le collègue de Nicolas, vous l'aurez compris. On va pouvoir commencer ce talk et on va la poser à vous, cette question très simple. Qui dans la salle a peur de se faire voler son boulot par une intelligence artificielle? Allez, faites pas les timides entre nous. T'as peur toi aussi, Nicolas? On va essayer de vous rassurer. Non, c'est vrai que quand on voit de plus en plus d'articles de ce genre dans les médias, l'intelligence artificielle va remplacer tous les développeurs d'ici 2040. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les programmeurs? Ou encore, comment les robots vont dominer le monde? Pourquoi nous devons arrêter les scientifiques maintenant? Etc. etc. Un petit dernier pour la route. Est-ce que l'intelligence artificielle va dominer le monde? Bon, on va pas se mentir, toutes les sources sont pas forcément fiables, hein. Il y a beaucoup de pièges à clics, mais on sent quand même une tendance qui se dégage et qui essaye de nous dire que la prochaine équipe de développeurs du coin va ressembler à cette magnifique armée de robots. Donc concrètement, quels sont les objectifs de cette présentation? Tout d'abord, on va essayer de vous présenter, de vulgariser les modèles qui font beaucoup parler d'eux aujourd'hui, tous les mots-clés que vous voyez sûrement à droite et à gauche dans les médias, tout en essayant de répondre à cette fameuse question, est-ce que oui ou non l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs à court moyen terme? En tout cas, on va vous donner notre point de vue sur la question. Comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement en créant un jeu de type Pac-Man, from scratch, et on va essayer de remplacer le plus de composants possibles de ce jeu par des algorithmes d'intelligence artificielle. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le jeu, donc c'est un Pac-Man-like, et on va pas se mentir, on a beaucoup simplifié les règles pour avoir quelque chose de fonctionnel assez rapidement. Donc les règles sont très simples, on a un joueur qui doit esquiver des fantômes et survivre pendant 100 tours. Donc c'est pas du temps réel, c'est bien du tour par tour. D'abord le joueur va jouer, il va choisir une direction, à gauche, à droite, en haut ou en bas, et ensuite les fantômes vont jouer sur des cartes donc de taille variable avec des obstacles. Au niveau de l'architecture, donc l'interface est en full JavaScript. Au niveau du back, on a du R et du Python. L'ensemble communique via une API REST sur le protocole HTTP. N'y voyez pas une quelconque réflexion architecturale poussée. On voulait vraiment avoir des composants bien séparés qui communiquent entre eux de la manière la plus simple possible. Tout est déployé dans une image Docker et toutes les sources sont disponibles sur le Git. On vous a mis le lien juste là. On va vous montrer vraiment très peu de code pendant cette présentation. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour creuser un petit peu plus la chose. Notre première brique de notre jeu, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le moteur. Donc qu'est-ce qu'il va faire le moteur, lui? Tout simplement, il va gérer en gros toutes les interactions entre le fantôme, le joueur et la carte. Il va notamment décider si un mouvement est autorisé ou non et il va reconnaître les conditions d'arrêt d'une partie. Donc soit le joueur a perdu, il a été mangé par un fantôme, ce gif est toujours aussi magnifique, merci Esther ici présente, ou soit le joueur a gagné, il a réussi à tenir 100 tours. Les cartes, donc là il nous fallait trouver un formalisme commun pour représenter les niveaux, donc là encore on a été au plus simple, on a choisi de les représenter sous la forme d'un tableau de taille hauteur fois largeur, avec 4 valeurs de case possibles, donc 0 si la case est libre, 1 si un joueur est dessus, 2 si un fantôme est dessus, et -1 si elle est bloquée, c'est-à-dire s'il y a un obstacle, tout simplement. L'implémentation de ce moteur de jeu, bon, ce gif-là aussi est pas mal. On va pas se mentir, on aurait très bien pu le faire, ça n'aurait pas été très compliqué, avec une suite de if pas très sexy, si la position en abscisse est inférieure à la largeur totale, si cette position en abscisse est supérieure à 0, si la case sur laquelle on arrive est bien libre, etc. etc. Bon. Ça aurait été super fastidieux, je pense que personne dans la salle aurait eu envie de se taper ce code-là, ça n'aurait pas fait de vous des sculpteurs de syntaxe numérique, comme on dit. Moi, je suis un développeur, nous sommes des développeurs, je suis feignant, et du coup, je vais essayer de laisser la machine réfléchir à ma place. Et un petit peu Nicolas aussi, quand même. Ouais, parce que c'est mon boulot. Et vous allez voir, moi, à chaque fois que j'arrive et que je parle, il y a des graphes, des formules, des machins, ça va être super relou, mais s'il vous plaît, restez avec moi. Donc du coup, ouais, ce type de problématique, en fait, nous, dans le monde du machine learning, on appelle ça une problématique de classification. Ça veut dire qu'on va essayer de classifier une observation arrivante comme appartenant à une catégorie. Ici, les catégories, ça va être est-ce que le mouvement demandé par notre joueur est legit ou est-ce qu'il ne l'est pas. Donc ça requiert d'avoir pris un modèle donc sur des données historiques, sur des données qu'on avait, qui va essayer d'apprendre à reconnaître qu'est-ce qui fait qu'un mouvement est autorisé, qu'est-ce qui fait qu'un mouvement n'est pas autorisé. Donc vous avez un exemple là très très simple au tableau où on a en abscisse donc la taille de notre partie, de notre map, et en ordonnée donc la position souhaitée par
par le joueur. Bon, on est assez malin, on sait que si la map fait, je sais pas, 12 sur 12, on ne peut pas aller dans la position 14-14. Donc voilà, c'est ce genre de choses que notre algo de classification va essayer d'apprendre tout seul. Et donc typiquement, il va juste apprendre à essayer de tracer cette jolie ligne-là. Comme ça, dans le futur, quand on lance des parties, il y a une nouvelle observation, notre joueur a envie de se déplacer sur une case, on l'envoie donc à ce modèle, et lui il regarde juste s'il est au-dessus ou en dessous de la ligne. Typiquement, s'il est au-dessus de la ligne, il va dire « Bouh, non, t'as pas le droit de bouger », le joueur ne pourra pas avancer. Donc comment on fait ça en pratique ? Déjà, il nous faut des données. Donc on a généré les données nous-mêmes pour pouvoir les utiliser pour apprendre à notre modèle comment savoir si le mouvement est autorisé ou non. Donc il y a plusieurs colonnes, plusieurs variables dans nos données. Donc il y a la taille de la carte sur laquelle on va jouer. Il y a la valeur de la cellule. Est-ce que c'est un bloc? Est-ce que c'est un passage libre? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est le joueur lui-même? Il va y avoir l'itération à laquelle on est, puisque du coup si on a passé les 100 itérations, techniquement le joueur a gagné. Et on va avoir les positions X et Y souhaitées. Et enfin, target, c'est la variable qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que, pour toutes ces variables-là, le mouvement est autorisé ou non. Donc on en génère tout un tas. Par exemple, sur une carte de 32 sur 32, si la cellule sur laquelle je veux me déplacer est valeur 1, donc c'est le Pac-Man, je crois, qu'on a c'est le joueur. C'est ça ? 1, c'est le joueur. C'est super. Si on a l'itération 52, qu'on veut aller donc sur la position X24, Y69, est-ce qu'on peut ? Non, on ne peut pas, parce que c'est un 32 sur 32, la position Y69 n'existe pas. Et donc on fait ça, on génère de manière aléatoire tout un tas de données. Donc voilà, avec des données qui sont aberrantes, comme par exemple être à l'itération moins 10. Bon, ça ne veut rien dire, mais c'est important d'apprendre à notre modèle que c'est impossible. Et donc voilà, on en a généré 50 000, je crois, de mémoire, des données comme ça. Et donc ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre à reconnaître ces lignes-là, donc les lignes pour lesquelles le déplacement est possible. Pour l'anecdote, du coup, l'algorithme ultra fastidieux que Tanguy n'avait pas envie de se farcir, on a dû se le farcir pour générer les données. Bon, c'est pas faux. Donc voilà, donc maintenant qu'on a des données, qu'est-ce qu'on fait ? Une formule. On va utiliser donc des algos de classification. Le plus simple, le plus intuitif, je pense que ça doit être l'arbre de décision, où en gros il va parcourir les colonnes de nos données pour essayer de trouver les variables et les seuils sur ces variables les plus discriminants. Pour qualifier ce discriminant, en fait, on va utiliser des statistiques, donc par exemple l'entropie que vous avez d'afficher ici, le coefficient de Gini ou un tas d'autres choses. La formule, elle est vraiment juste là pour faire joli, hein, vous n'avez pas besoin de la regarder plus que ça. Et donc on va split en fait nos données selon ces variables et ces seuils. En faisant par exemple des choses comme ça. Donc on a une variable, par exemple position sur X, et on va essayer tout un tas de seuils de manière automatique, 0, -1, 25, 37. Et on regarde comment se comportent toutes nos observations en fonction de cette variable et de ce seuil. Donc là, par exemple, à gauche, donc non, ma variable sur ces lignes-là n'est pas inférieure ou égale à mon seuil. On voit qu'il y a des observations vertes, des observations noires. Donc si vous avez suivi, c'est les observations qui sont OK et les observations qui sont KO. À droite, par contre, c'est le cas où ma variable est bien inférieure ou égale à mon seuil. Typiquement, ça c'est un split dont on ne veut pas. C'est absolument pas discriminant. Il y a à peu près autant de points noirs et de points verts dans chacun des cercles. Donc on essaye d'éviter ce genre de choses. Et donc ce qu'on va faire, c'est on essaye de minimiser donc notre entropie ou notre coefficient de Gini pour avoir des splits qui ressemblent un peu plus à ça. C'est trouver les variables et les seuils pour lesquels d'un côté de la condition, on va avoir une grande majorité de cas qui sont KO, et de l'autre côté, une grande majorité de cas qui sont OK. Et donc on n'a plus qu'à appliquer cet algorithme-là donc sur toutes nos données, sur toutes nos colonnes, et en fait ça va nous produire un arbre de décision qui a à peu près cette forme-là. Donc ici on regarde la première condition, si on regarde si Y est inférieur à -0,5. Si c'est le cas, alors on renvoie 0, le mouvement est impossible, on ne peut pas aller sur une position négative. Ensuite on va aller regarder si Y est supérieur ou égal à 1,5. Donc encore une fois, si ce n'est pas le cas, on renvoie 0, sinon on continue. Et donc on va aller tester plusieurs variables comme ça, on va aller tester X, on va aller tester itération. Et en parcourant notre arbre, en fonction de l'observation qu'on vient de recevoir, on a à chaque fois un code de retour. Donc c'est soit le 0, le mouvement est KO, soit c'est 1, le mouvement est OK, soit c'est 2, la partie est terminée. Donc typiquement, c'est quand le nombre d'itérations est supérieur à 100.
Ça, c'est un arbre qui a été entraîné tout seul et on voit déjà quelques petites incohérences. Par exemple, entre les deux premiers étages, on teste si y est inférieur à moins 0,5 et on teste si y est supérieur ou égal à 1,5. On ne sait pas exactement ce qui se passe en 1. Pourquoi on n'aurait pas le droit de se déplacer sur la case 1 ? Toujours est-il que ce modèle, aussi naïf soit-il, quand on le teste sur 10 000 observations, 90% du temps, il va être capable de nous dire oui, cette observation est OK, alors qu'elle l'est. Mais c'est un modèle beaucoup trop simple pour nous. Maintenant, on fait des choses un peu plus malines. Tellement malin qu'en fait, on en prend plein des arbres. On en prend plein et on leur donne à tous un sous-ensemble des observations qu'on a. Donc il va y avoir les 10 000 premières avec seulement 3 colonnes, puis les 10 000 d'après avec 4 colonnes sur les 5, etc., etc. On les construit exactement de la même manière qu'on vient de le faire pour celui d'avant. Et on va agréger les résultats. Donc on fait pousser 500, 1000, 300 arbres. Et on regarde le code de retour en fait majoritaire. Et on va considérer que c'est ça notre réponse. Là, typiquement, c'est un truc qu'on a fait en R, on l'a aussi fait en Python. Ça se voit pas forcément, moi j'aime bien le R. Et donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur... D'un point de vue développeur, comme vous pouvez le voir, ça tient en fait en une seule instruction. On a un appel à la fonction random forest sur la librairie H2O, c'est quasiment de la magie en fait. On pourrait dire ça tient en une seule instruction, c'est vraiment très léger. On a juste à passer notre nombre d'arbres qui est de 500 dans notre cas et la profondeur qui est de 10. Et donc en testant sur 5000 nouveaux points à classifier, on arrive quand même à un résultat de 99,42%. Ce qui est plutôt exceptionnel en fait pour une problématique de ce genre de classification. Donc là, on pourrait se dire c'est génial, on a notre moteur de jeu, il est capable de gérer les interactions, il est capable de déterminer si une partie doit s'arrêter, mais, parce qu'il y a forcément un mais, mon cher Nicolas. Ouais, il y a toujours un mais. 99,42%, donc comme l'a dit Tanguy, ça veut dire que sur les 5000 observations qu'on a testées, dans 99,42% des cas, on avait tout bon. Dans un problème de classification, c'est un résultat qu'on n'obtient jamais. C'est ultra bien, mais en pratique, ça arrive très rarement. Cependant, malgré ce super résultat, il y a deux grosses limitations. C'est que ce n'est pas généralisable. On vous a dit tout à l'heure qu'on a généré nous-mêmes les données. Donc, par exemple, il y avait la colonne board size qui détermine donc, la hauteur et la largeur de chacune des cartes. Si jamais demain, il y a un PO qui vient nous voir et qui nous dit « Moi, en fait, le jeu de Pac-Man, j'aimerais bien que ce soit sur une carte rectangulaire », notre modèle n'est pas adapté, parce qu'on ne lui a jamais montré de données en entrée, d'observations, qui se passaient sur des cartes rectangulaires. Donc notre super modèle qui se comporte super bien, on ne peut pas l'utiliser dans tous les cas. On ne peut pas le généraliser à tous les niveaux de Pac-Man, toutes les évolutions du jeu de Pac-Man qu'on aimerait avoir. Et surtout, donc ce fameux 99,42%, ça fait que notre modèle il n'est pas déterministe. C'est très souvent le cas dans tous les algos de machine learning et d'intelligence artificielle. 99,42% du temps, donc une partie sur 10 si elle atteint les 100 itérations, notre modèle va se planter. Et il va dire, ok, ce mouvement-là, tu as le droit de le faire, alors que non, pas du tout. C'est juste qu'il y a une erreur. Il ne l'avait pas vu, les statistiques avaient dit que la plupart du temps, quand c'est dans ces cas-là, on a le droit de faire ça. Mais ici, non, on n'a pas le droit. Donc voilà, notre modèle peut faire n'importe quoi. Tout à fait. Et moi, d'un point de vue développeur, ça me pose déjà des premiers soucis, en fait, des premières questions. Comment est-ce que moi, je vais les gérer, ces erreurs, lorsque le moteur il va commencer à faire n'importe quoi ? Comment est-ce que je vais tester le code ? Comment je vais assurer la non-régression ? Comment je vais le faire évoluer ? On y reviendra de toute façon tout à l'heure sur ces questions. Toujours est-il qu'on a notre moteur de jeu, il fonctionne, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la partie graphique. Nicolas, tu confirmeras qu'on n'est pas des grands artistes, hein ? Le graphe que vous avez vu tout à l'heure avec le petit bonhomme en fil de fer de XKCD, je l'ai codé. Je ne sais pas dessiner au point que je suis obligé de coder ce genre de truc. Pour vous donner une idée, voilà. Mais je suis sûr que tu as une solution pour le faire par un algo. Ça s'enchaîne vachement bien. Et là, il va commencer à vous parler de trucs vraiment compliqués, donc bon courage, soyez forts. Ouais, je vous avais prévenu sur les slides, moi, elle commence toujours par un graphe ou une formule, accrochez-vous. Là, le but, c'est d'abord de vous faire une petite introduction deep learning, réseau de neurones, c'est juste pour que tout le monde ait un peu les bases de ce qui se passe derrière. Pour tous ceux qui l'ont déjà vu, qui savent déjà de quoi ça parle, prenez vos téléphones, faites un jeu, revenez dans 5 minutes, je m'occupe des autres. Donc, ce qu'on appelle le deep learning, en fait, ce qui se cache derrière ce gros mot, c'est des neurones. Des neurones, c'est des petites unités de calcul comme celle qu'il y a à l'écran là, qui en fait va prendre la somme pondérée de ces entrées. Les entrées là, c'est x1, x2, x3, et qui va les pondérer par des poids w1, w2, w3. La fonction de cette somme pondérée, on l'a choisie de façon à ce qu'elle soit différenciable. On reviendra dessus après.
Et la sortie de cette fonction, ça va être en gros ce que nous, on cherche à prédire. Ça va être notre target, ça va être notre variable cible. Et en gros, ce que vous pouvez imaginer, c'est que ce neurone-là, il agit un petit peu comme un système de vote. Si la plupart des entrées tendent vers plus l'infini, la sortie va tendre vers plus l'infini. Si à l'inverse, la plupart des entrées tendent vers moins l'infini, la sortie va tendre vers moins l'infini ou vers 0 ou vers 1. Ce qu'il y a de bien avec les réseaux de neurones, c'est un algorithme qu'on appelle de backpropagation, propagation arrière. Je vais pas essayer de le... Je vous avais prévenu que ça allait être compliqué. je vais pas détailler le nom. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lui envoie des entrées, donc on va calculer les sorties à partir de ces entrées, à partir de cette fonction de somme pondérée, et on va mesurer l'erreur en fait de ce que prédit notre petit neurone et de la cible que nous on connaît. Comme tout à l'heure, on avait nos données avec la colonne target. Là, on va comparer la valeur y avec notre valeur target. Et la différence qu'il y aura entre la valeur qui va être en sortie et notre target, on va pouvoir l'impacter en fait sur tous nos différents poids via cet algorithme de backpropagation qui en fait marche avec des dérivées partielles. En gros, on va être capable de calculer quel est l'impact de W1, W2 et W3 sur le résultat final. Si jamais c'est un impact énorme, c'est un énorme poids et que le résultat est complètement à côté de la plaque, on leur donne des coups et on les baisse. On baisse les poids de telle façon à ce que la prochaine fois que le même cas de figure se représente, ils aient une importance un peu amoindrie. Et donc voilà, donc on fait remonter l'erreur dans tout le réseau et on va baisser ou augmenter les poids en fonction de s'ils sont à peu près d'écart avec le résultat qu'on attend ou si au contraire ils sont tout le temps à côté de la plaque. Et rien de mieux qu'un petit exemple avec des chats et avec des chiens. Donc on va garder notre petit neurone, tout ce qu'il y a de plus simple là, et on va essayer de savoir si les animaux qu'on est en train de regarder sont des chats ou pas. Donc on a trois variables en entrée. On a la longueur de l'animal, donc en mètres. On va savoir s'il est poilu ou pas, et on va surtout savoir s'il est mignon ou pas. Les plus malins d'entre vous vont remarquer que je fais preuve d'un racisme anti-chien incroyable en disant que seuls les chats sont mignons. Je m'en excuse. Donc voilà, et évidemment, à chaque fois en sortie, nous on sait si ce qu'on est en train de voir c'est un chat ou un chien, c'est juste vraiment pour apprendre à notre modèle à les reconnaître tout seul. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient brancher nos entrées sur les entrées du petit neurone là-bas, donc on retrouve bien le 0,4, le 1 et le 1, et ensuite on va avoir des poids W1, W2, W3 qui sont initialisés de manière complètement aléatoire. Donc ici il y a 2.5, 2 et 1.1. Et donc on passe la somme pondérée de tout ça dans notre fameuse fonction. C'est la fonction sigmoïde pour ceux que ça intéresse. Et donc cette fonction, quand on l'applique à tout ça, ça nous donne 0,89. Et ce petit 0,89, donc c'est la sortie de notre neurone, en quelque sorte, c'est sa prédiction. On va venir le comparer à ce qu'on attendait. Nous, on attendait un 1, parce qu'effectivement, cette observation-là, on savait que c'était un chat. Donc on peut faire la différence entre 1 et 0,89, ça nous fait 0,11. Ça, c'est notre erreur. Donc c'est ça qu'on va aller impacter sur tous les poids pour les augmenter ou les baisser en fonction de ce qu'il racontait. Donc c'est ce qu'on fait. Là, tous les poids étaient positifs, du coup, on va tous les diminuer un petit peu. Les poids qui étaient les plus élevés, on va les diminuer un petit peu plus, parce que du coup, c'est eux qui ont eu la plus grosse importance dans cette erreur qui pourtant n'était pas énorme. Et on va les baisser, donc. Et on se retrouve avec des nouveaux poids à 2.3, 1.9, 1, etc., etc. On fait ça pour la ligne d'après, donc de la même façon, on vient brancher les entrées, on fait la somme pondérée, blablabla. Là, ça nous donne un score de 0,97, c'est déjà beaucoup mieux. On voit que le modèle est en train de commencer à apprendre. Et je ne vais pas toutes les faire, je pense que vous avez compris le truc. À force en fait, de voir des données, d'itérer sur les données, normalement, c'est ce qu'on attend, si on a de la chance, les poids vont converger vers leur configuration optimale où, dans la grande majeure partie des cas, on saura reconnaître un chat d'un chien. C'est franchement se prendre la tête alors qu'il fallait juste regarder si c'était mignon ou pas, mais passons. Donc là, nous, on a fait un exemple très basique où en fait on branchait nos neurones en entrée sur 3 colonnes dans un tableau. Ça pète pas 3 pattes à un canard. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut utiliser ça aussi sur des données qui sont absolument pas structurées, comme par exemple des images. Les images, pour ceux qui l'ignorent, en fait, c'est en général enregistré sous la forme de valeurs rouges, bleues et vertes. Et en fait, on va pouvoir directement brancher les valeurs RGB de ces pixels sur nos neurones. Et on va appliquer après exactement la même chose, exactement le même algorithme, où on va essayer de reconnaître si ce qu'on a à gauche, là, c'est un chat ou si c'est un chien. Et ce qui va se passer, c'est que de la même manière, en fait, les poids vont converger vers quelque chose qui va tendre à reconnaître les chats des chiens.
Typiquement, il y a un neurone qui va dire si cette zone-là elle est particulièrement jaune, j'ai tendance à dire que c'est un chat. Il y en a un autre qui va dire non, là c'est au milieu, c'est le museau, si c'est marron, c'est plutôt un chien, etc., etc. Et donc toujours de la même manière, on teste, on propage l'erreur et nos poids se mettent à jour. Ceux qui sont sur leur téléphone, vous pouvez revenir avec nous du coup. Donc là, c'était vraiment un exemple très basique avec un seul neurone. Bien sûr, maintenant, on fait des choses qui sont un chouïa plus complexes. Il y a plein de neurones. Les neurones, ils ne sont pas aussi simples que ceux que je viens de vous présenter, mais l'intuition, le principe de base derrière reste le même. C'est quelque chose qui va apprendre de ses erreurs, qui va adapter les poids en fonction de ses erreurs passées. Et donc, ça nous amène sur les GAN. Les Generative Adversarial Network, ou les réseaux antagonistes générateurs. C'est un truc qui est sorti en 2015, je crois, et qui est franchement assez bluffant. C'est au lieu d'avoir juste un réseau de neurones, on va en avoir deux. On va avoir le générateur que vous voyez en bas à gauche et le discriminateur que vous voyez en haut à droite. Le générateur, ses entrées, c'est rien, c'est de l'aléatoire. Et en sortie, il va essayer de produire une image. Donc, tout à l'heure, en sortie, on avait juste Y, une valeur. Là, la seule différence, c'est qu'en sortie, on va avoir 32 sur 32 valeurs qui correspondent aux pixels de nos images. Et donc lui, ce qu'il va faire, ce réseau-là, c'est qu'il va essayer de générer des images qui ressemblent à des images réelles. Le discriminateur, lui, son boulot, ça va être d'essayer de savoir si une image qu'on lui présente est réelle ou fake. Donc quand on l'entraîne, on va lui présenter à la fois des images réelles et à la fois des images qui viennent de notre générateur. Et là où c'est super malin, en fait, c'est que les erreurs de notre discriminateur vont être branchées sur notre générateur. Comme ça, au fur et à mesure que notre discriminateur apprend à reconnaître une image réelle d'une image fake, il va en même temps passer ce savoir, cette connaissance, à notre générateur. Donc typiquement, au bout de 3 itérations, il se dit « Tiens, c'est marrant, quand c'est jaune par là, ça a tendance à être un chat ». Ça, c'est une information qui passe au générateur. Et comme ça, le générateur, lui, dans sa tambouille interne, va apprendre à reproduire ce genre de pattern pour apprendre à reconstituer des images à partir de rien. Et ça, honnêtement, ça permet de faire des choses qui sont assez bluffantes, comme par exemple de transformer une peinture en photo. Donc là, avec un tableau de Monet qui est transformé en photo, qui, je suis sûr, de là où vous êtes, a l'air assez photoréalistique, ou l'inverse, de transformer une photo en peinture de Monet. En tout cas, une peinture qui reprend le style de Monet. On peut aussi s'amuser à transformer les chevaux en zèbres, ou les zèbres en chevaux. Ça n'a pas beaucoup d'implications pratiques, mais c'est quand même plutôt sympa. Normalement, si je ne vous ai pas perdu, vous devez vous douter que nous, on va se servir de ça pour faire nos graphismes. On ne sait pas dessiner, c'est une catastrophe. Moi, avec un crayon dans la main, je ne sais rien faire. Donc on va se servir de ce modèle-là pour apprendre à dessiner les graphismes dont on a besoin pour notre jeu de Pac-Man. Seul problème, c'est un algo de machine learning, il y a de l'apprentissage, il nous faut des données. Donc on a fait quelque chose qui n'est pas très feng shui, on a fait un web scrapper qui allait chercher sur Google Images toutes les images qui retournaient sur Pac-Man, Phantom Pac-Man, Tile, Block Pac-Man, Dessin Pac-Man. On a téléchargé des centaines d'images comme ça. C'est un peu embêtant de dire ça sur YouTube. Ils vont pas nous désoncer, j'en suis sûr. Enfin bon, donc voilà, on a téléchargé des centaines d'images. Alors on les a pré-traitées pour être sûr qu'elles fassent tous la même taille. On en a viré certaines manuellement parce qu'elles étaient un peu trop complexes et pas du tout raccord avec ce qu'on voulait. Mais on avait notre base d'images. Du coup, on a pu reproduire donc ce modèle de GAN. Alors on a fait ça en Python. J'aurais pu le faire en R, j'aurais préféré le faire en R, mais histoire qu'il y ait un peu de tout en fait sur le GitHub, que vous êtes libre d'aller consulter si ça vous intéresse, on a essayé de varier un petit peu les plaisirs. Et donc ce modèle qui est ultra complexe, qui a été inventé par un mec brillant qui s'appelle Goodfellow en 2015, avec les outils d'aujourd'hui, ça tient en une 50aine de lignes de code. Donc là c'est du Python, ce qu'on utilise pour toute la partie réseau de neurones c'est TensorFlow. Si ça vous intéresse, il y a des présentations sur TensorFlow au DevFest, je vous invite à aller les voir. Sans vouloir trop spoil, en gros c'est un framework qui permet de composer un graphe computationnel de calcul matriciel. Le terme vous a saoulé, je le sens, c'est pour ça que par-dessus, on utilise Keras en fait, qui est une API d'abstraction qui nous permet de raisonner non pas en termes de matrice, mais en termes de blocs, de briques, de réseaux de neurones. Donc comme ça, on peut lui dire rajoute-moi une brique de ce type-là, ensuite une brique de ce type-là, et donc ça nous permet de très facilement implémenter un modèle qui est assez complexe et qui fait des choses assez extraordinaires.
Et accrochez-vous, la prochaine slide commence très vite. Je vous spoil du coup un peu en avance. C'est une représentation du processus d'apprentissage des données. Donc on boucle sur toutes les images qu'on a téléchargées et on les met en entrée de notre algorithme. Et donc vous allez voir en gros les sorties du modèle à différentes itérations dans le processus. Donc, si vous avez eu le temps de voir, ça commence de rien. Au début c'est du bruit blanc, il n'y avait rien sur les images. Et plus ça va, plus on avance dans l'apprentissage, en fait, plus on commence quand même à retrouver des formes qui sont assez familières. Je veux dire, à droite c'est clairement un Pac-Man déjà. Et à gauche, bon, c'est en train de se transformer en fantôme de Pac-Man. Et donc ça, pour rappel, la partie générateur de l'algorithme apprend à les générer à partir de rien. Ce qu'elle a en entrée, c'est juste des valeurs aléatoires. Moi, je trouve ça trop cool. Bref, du coup, ça nous fait des images. Je pense que dans le fond, vous allez avoir l'impression qu'elles sont super chouettes. Si vous êtes plus près, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bruit. Hein. Elles ne sont pas idéales, elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas nettes. Un graphiste aurait certainement pu faire mieux. D'un point de vue implémentation, donc je vous ai dit, c'est du Python, du Keras, du TensorFlow. Pour être tout à fait honnête, c'est incroyablement difficile de faire marcher un algo de ce type. Ça demande pas mal d'heures de trial and error pour trouver le bon paramétrage, honnêtement, des fois juste pour avoir de la chance. Pour que le résultat final soit acceptable. Ça demande aussi un gros temps de calcul. Moi j'ai une machine assez récente, c'est un i7. Là ce que vous avez vu tout à l'heure en GIF, ça représentait environ 5 heures de calcul. Alors que pourtant c'est un cas d'école, il y a 200 images, on essaye de dessiner des Pac-Man qui font 32 sur 32, c'est franchement pas compliqué. Et pourtant ça prend déjà énormément de temps. Donc imaginez ce genre d'algo dans un contexte fonctionnel, on va dire à peu près réel, plus proche de nos vies, ça va coûter beaucoup d'argent. Il y a des solutions, on peut faire ça sur le cloud, notamment avec les TPU de chez Google, mais ça coûte cher. À ce moment-là, on se dit peut-être que c'est quand même plus simple de recruter un graphiste pour nous faire les dessins. Et là c'est bien, on a des images, mais on pourrait aussi se poser la question des droits d'auteur, parce que théoriquement on est reparti de rien pour créer nos images de Pac-Man et de fantômes, mais on était obligé de prendre les images originales de Pac-Man pour apprendre à les recréer. Est-ce que ça tombe encore sous la législation? La question se pose. Et encore une fois, l'algorithme nous dit absolument rien sur comment les disposer à l'écran, ces images, pour les rendre utilisables. Donc si on revient un petit peu sur les cartes, tout à l'heure on vous a dit qu'on les a représentées sous la forme d'un tableau de taille largeur par hauteur avec 4 valeurs de cases possibles. Maintenant on va chercher à les générer automatiquement, parce qu'on est toujours feignant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas les générer de manière totalement random, parce qu'il faut que la carte soit jouable. Vous imaginez bien, si on commence à placer les obstacles un petit peu n'importe où sur la carte, on risque soit de bloquer le joueur, soit de bloquer le fantôme. Voilà. Il faut vraiment que les cartes soient jouables, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et là, je suis sûr que Nicolas a encore une solution. Oui. C'est la boîte à outils machine learning est géniale. On a toujours une solution pour à peu près tous les problèmes de solution pour tout. Donc on est passé sur ce qu'on appelle des algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, c'est des algos d'optimisation qui sont inspirés de la théorie de l'évolution. En gros, leur objectif, ça va être de nous générer des cartes, des niveaux de Pac-Man qui vont être jouables. Donc les tableaux que vous avez vus tout à l'heure. Je rentre volontairement pas trop dans les détails, il y a un code lab plus tard sur les algos génétiques. Si j'arrive à attirer votre attention, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. En gros, ça marche en 5 étapes. La première étape, ça va être l'initialisation. On va créer, de manière totalement aléatoire, toute une population de cartes, on va dire 50. Si elles sont vraiment aléatoires, il y aura que des murs, l'autre, il y aura que des Pac-Man, ça n'a aucun sens, mais on les génère comme ça de manière aléatoire. Ensuite, il y a une phase de sélection. La sélection, en fait, on va essayer de déterminer pour toute cette population quelles sont celles qui se comportent le mieux. Alors pour identifier les populations de cartes qui se comportent le mieux, il n'y a pas 36 solutions, il faut jouer dessus. Donc on a fait jouer notre bot, spoiler alerte, on va vous parler d'un bot après, et un agent qui représente le joueur de manière aléatoire sur toutes nos cartes. Et on va essayer de calculer un score qui va représenter la qualité de la partie qui vient de se dérouler. Donc une première idée, ça peut être notamment, est-ce qu'un des deux joueurs a réussi à gagner ? Ça nous permet d'avoir un premier score et de savoir identifier facilement les cartes sur lesquelles personne ne peut gagner. Et donc on calcule ça pour toute notre population de 50 cartes, et on va honteusement dégager les 40 dernières. Les 40 dernières, elles ne nous intéressent pas, elles sont nulles, et on garde que les 10 premières, celles qui ont eu le meilleur score.
Et on va régénérer une nouvelle population de 50 cartes en se basant sur ces 10 premières, celles qui ont le mieux performé. C'est là que ça s'inspire de la théorie de l'évolution, dans le sens où on garde les meilleurs pour former ensuite de nouveaux individus. Donc pour former ces nouveaux individus, ce qu'on fait, c'est qu'on va par exemple prendre la première carte, la deuxième, la première moitié de la première, la deuxième moitié de la deuxième, les mettre ensemble, ça nous fait une nouvelle carte. Et on fait ça de manière pseudo-aléatoire pour reconstituer notre nouvelle population. Et on a aussi une autre phase de mutation aléatoire. Si on a notre nouvel individu, notre individu c'est juste une carte, hein, c'est un pauvre tableau d'entier. Et aléatoirement, on va modifier quelques valeurs. Tiens, là il y avait un mur, on va mettre un truc vide. Et donc voilà, on fait ça pendant 10 000 itérations. Et si on a de la chance, si tout marche bien, ça va converger vers des cartes qui sont à peu près utilisables. Et là, d'un point de vue développement, comme vous pouvez le voir encore sur ce petit bout de code, c'est absolument merveilleux, ça tient en une seule instruction. Donc là, vous pouvez voir quelques exemples de cartes générées par les premières itérations du jeu. Bon, c'est pas très sexy, on va pas se mentir, mais ça avait le mérite d'exister et de fonctionner quand même. On peut voir notre bot en rouge en haut de l'écran et notre joueur en bas en vert. Ça fonctionnait plutôt pas mal, même si c'était pas très joli. Ouais, honnêtement, ça fonctionnait bien. Ça nous faisait une première série de cartes, sauf qu'on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle pouvait tricher. Alors tricher, c'est un bien grand mot, mais je ne sais pas si vous avez fait attention sur la deuxième image que vous a montré Tanguy. Le niveau, c'était pas un niveau, c'était un couloir. Donc le joueur, là, le joueur vert, il a aucune chance de s'échapper. Ça vient de la fonction qu'on a choisie pour scorer nos différentes maps. On a dit que c'était bien, on avait un gros score si un des joueurs arrivait à terminer la partie. Vu que nous, on ne pouvait pas se farcir les 10 000 itérations à la main, donc on a fait un joueur aléatoire. Par contre, le bot, lui, il avait sa petite intelligence artificielle derrière, donc il avait tendance à gagner plus facilement. Et comment est-ce qu'on fait pour gagner plus facilement ? Il suffit de jouer sur un niveau qui est un couloir, quoi. Il y a juste à avancer dans une direction, à un moment ou un autre, on va le manger, le Pac-Man. Donc voilà, finalement, le modèle a convergé vers ça. Et donc ça nous amène sur un problème qui est très important en intelligence artificielle, machine learning, data science. Choisissez le buzzword que vous préférez. C'est les biais. Les biais. C'est l'importance de la fonction d'objectif et des données qu'il y a en entrée. Parce que nous, on a un objectif très noble, là, c'est de faire des parties de Pac-Man qui soient fun, et pourtant, on a des biais où au final, ça va carrément avantager la machine. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques jours de ce qui s'est passé chez Amazon avec leur intelligence artificielle RH qui mettait de côté la plupart des candidates femmes. C'est pareil, si dans les données, il y a un biais, l'intelligence artificielle va avoir tendance à les reproduire. Moi, c'est pareil, un de mes premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était un petit outil, un petit modèle qui permettait d'identifier si une lésion de la peau était cancéreuse ou pas. C'est une histoire que je raconte tout le temps, il y en a 25 dans la salle qui m'ont déjà entendu la dire, je suis désolé. Donc voilà, si c'est un grain de beauté ou si c'est cancéreux. Ça marchait super bien. J'avais des dizaines de milliers de photos qui m'étaient données par un dermatologue. Ça marchait royalement bien. Je me suis dit, je vais mettre une appli sur le Google Store. Ça peut servir aux gens. J'ai pas pu pour une bonne raison, c'est que dans les photos que j'avais moi de mon dermatologue, c'était que des peaux blanches. Ça veut dire que mon algo, il avait aucune chance de marcher sur des peaux bronzées, des peaux noires, des peaux qui ne soient pas aussi claires que les photos que j'avais en entrée. Donc voilà, les algos d'intelligence artificielle, ils sont bêtes et méchants, ils optimisent ce qu'on leur dit d'optimiser avec les données qu'on leur donne, et il faut faire très attention parce qu'il peut vite y avoir des biais. Nous, on est un peu bébête, on l'a gardé, et du coup, tout à l'heure, on vous montrera la map couloir. Je vous ai dit que je vous avais un petit peu spoilé, donc ouais, il nous faut un bot pour jouer sur notre jeu, pour que le joueur humain ne s'ennuie pas trop. Pour ça, on n'est pas allé chercher très très loin. On a utilisé un algorithme qui s'appelle le Deep Q-Learning. Ça sort des labos de Google DeepMind, ils ont fait ça en 2013. Et il avait fait beaucoup parler de lui parce qu'il a été capable de terminer des dizaines de jeux Atari tout seul en fait. Il apprenait en jouant tout seul et il a réussi à en terminer donc des dizaines. Il y a Deep et il y a Learning, donc forcément c'est du Deep Learning. La différence principale avec ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on avait une base d'apprentissage. On avait des données sur lesquelles on savait si notre valeur cible était bien ou elle n'était pas bien. Les algorithmes de ce type, le Deep Q-Learning, c'est des algorithmes d'apprentissage par renforcement qui vont en fait apprendre au fil de l'eau. Ils vont jouer et c'est en jouant qu'ils vont essayer d'altérer un petit peu leur poids interne pour mieux réagir dans le futur. Donc dans les premières itérations, le bot il sait rien faire, il va jouer de manière complètement aléatoire.
Et en fait, en fur et à mesure qu'il joue, il va récupérer son reward. Donc si jamais il a réussi à bouffer le Pac-Man, on lui file 100 points. Si jamais il a réussi à se rapprocher du Pac-Man, on lui file 1 point. Si jamais il a perdu la partie, on lui file moins 100 points. Et donc à partir de ces rewards-là, lui, il va aller modifier ses poids internes, ses pondérations internes, de la même manière que tout à l'heure, hein, avec les dérivés partiels et tout le tralala, de façon à ce qu'à terme, il adopte des stratégies qui soient à peu près optimales. Donc concrètement, parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré un graphe imbitable, c'est un modèle qui se branche directement sur les images du jeu. Donc nous, on avait nos cartes, etc. Donc c'était impeccable, on pouvait le brancher dessus. Et donc à partir de ces images de jeu, lui, la sortie qu'il va essayer d'optimiser, c'est le choix de l'action. Donc nous, il y a 4 actions, c'est se déplacer dans l'espace, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et lui, donc, il va essayer d'apprendre, en fonction des images qu'il voit, quelle est l'action qui, à terme, lui apportera le reward le plus important. Donc là, en pratique, encore une fois, sur les premières itérations du jeu, on peut voir notre bot toujours en rouge qui joue contre notre joueur aléatoire toujours en vert. Donc là, on peut constater qu'il a l'air de jouer correctement. On voit qu'il va directement chercher le joueur qui se trouve en bas à gauche de la carte, sans faire de détour. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que son comportement ne sera absolument pas garanti sur une carte qu'il n'aura jamais vue. Comme disait Nicolas, si ça n'a pas été vu, ça n'a pas été appris. Et ça reste une limite de l'intelligence artificielle. Voici à quoi ressemble notre interface finale. C'est un petit peu plus sexy, mais moi, ça me pose encore des soucis d'un point de vue développeur. D'abord, je ne vais pas vous le cacher, c'est absolument un enfer à débugger, parce que quand le moteur de jeu il commence à faire n'importe quoi, comment je vais expliquer, moi, si c'est un bug, si c'est un comportement normal, si on rentre en fait dans le 1/10 de partie qui ne marchait pas, comme tu disais tout à l'heure, il faut bien voir que c'est du code boîte noire, en fait. On n'a quasiment aucune visibilité sur ce qu'on manipule à ce niveau-là. Vous savez, les petites fonctions que je vous ai montrées qui tenaient en une ligne, c'est bien joli, mais bon, ça pose quelques soucis. Je crois que c'est l'heure pour la petite démo. Ouais. C'est toi qui l'as fait, comme ça, si ça marche pas, c'est toi qui es responsable. Vendu. Ça marche sur mon écran, il faut juste que je vous l'envoie. Donc voilà notre super interface. Donc vous reconnaissez le petit bonhomme Pac-Man pas du tout pixelisé en bas, et le petit fantôme contre qui il va jouer tout en haut. Donc les cases qui sont bleues, là, c'est des blocs. On n'a pas le droit de les traverser. Ça se joue au tour par tour, et je peux vous demander où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous avez envie d'aller en haut? Est-ce que vous avez envie d'aller à droite? Honnêtement, je serais allé en haut quoi qu'il arrive. Donc c'est au tour par tour. Moi, je me suis déplacé en haut. Immédiatement, le bot, donc le fantôme, lui, s'est déplacé vers le bas. Je vais continuer à aller vers le haut. C'est bien, ça glitch. Donc c'est pareil, le bot s'est déplacé. Je continue, il se rapproche dangereusement de moi. Je suis malin, je vais essayer d'aller me cacher un petit peu. Donc je vais redescendre. Il est en train de me suivre, ça commence à être un peu pourri. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait là? Comment ça se fait qu'il soit allé vers la droite? Normalement, c'est un bloc, il n'a pas le droit d'y aller. Le truc, c'est que là, le modèle, lui, d'apprentissage par renforcement, il ne connaît pas toutes les règles de notre moteur de jeu. Lui, il a une part d'aléatoire, il va dire l'action qui amène le plus de probabilité de gagner, c'est d'aller en bas, mais de temps en temps, il va quand même choisir l'action qui lui fait aller à droite. Donc il est allé à droite. Et qu'est-ce qui se passe après? Il revient, notre bloc a disparu. Parce que d'un point de vue IHM interface, on ne s'attend pas à ce que notre back-end il fasse n'importe quoi, qu'il nous dise d'aller sur un bloc alors qu'il n'y a pas de bloc. Donc c'est des cas qu'on ne prévoit pas forcément. Toujours est-il que je vais continuer de jouer un petit peu, je monte, ouais, il s'est éloigné. Alors on va être gentil avec l'intelligence artificielle, on va dire qu'il est en train de nous tendre un piège. Je monte, hop, et voilà, il m'a battu, il a gagné, c'est cool, on a un jeu fonctionnel. Et donc pour conclure, alors déjà si on récapitule un petit peu les composants dans lesquels on a injecté de l'intelligence artificielle. Donc il y avait notre moteur de jeu, notre première brique, la partie graphique, l'intelligence artificielle du bot évidemment, et la partie génération de niveau. Quelles limites est-ce qu'on a rencontrées tout au long de ce projet? Et vous allez bien comprendre en fait que ce sont des limites qui sont inhérentes à toutes les intelligences artificielles. D'abord les données, il faut qu'elles soient de qualité et en quantité. Vous ne pourrez jamais espérer avoir un résultat de qualité en sortie si vous n'avez pas des données de qualité en entrée. Bien choisir la fonction à optimiser pour limiter les biais, on l'a vu tout à l'heure avec l'intelligence artificielle du bot qui était capable de tricher. Le problème de la généralisation, pas vu, pas appris, on est quand même dans un cadre fonctionnel très simple dans le cadre de notre projet. Imaginez dans un cadre fonctionnel beaucoup plus complexe sur un projet de grande envergure, c'est vite l'enfer. Le coût en temps de calcul en machine
Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est aussi ce qui nous permet de bénéficier de toutes les avancées en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et vous aurez raison. Mais il ne faut quand même pas oublier le coût non négligeable que ça représente derrière à ce niveau-là. Et encore une fois, tout ce qui est lié à l'aspect non déterministe, comment est-ce que je vais expliquer les décisions de l'algorithme, comment je débug, c'est des questions qui reviennent sur le tapis absolument tout le temps. Donc en fait, on vous parle d'intelligence artificielle depuis le début de cette présentation, mais tout ce qu'on a fait pendant ce projet, c'est du code. Hein. Ouais, tout à fait. Les intelligences artificielles sont développées avec du code d'ailleurs. Et en fait, la plupart des success stories qui sont basées sur l'intelligence artificielle, il faut bien comprendre que la partie vraiment intelligente ne va répondre qu'à une problématique bien précise. On peut prendre l'exemple des chatbots, par exemple, l'exemple le plus simple qui me vient à l'esprit. Donc en gros, c'est un outil, mais c'est absolument pas de la magie. Tu confirmes, Nicolas? Ouais, je confirme. Là, vous êtes en train de vous dire, mais ils nous ont arnaqué, c'est pas du tout une intelligence artificielle qui a développé le projet. Non, effectivement, on n'en est pas encore là. C'est nous qui avons développé des intelligences artificielles pour répondre aux principales briques de notre projet. On est dans un cadre fonctionnel qui est ultra basique. C'est un jeu de Pac-Man, je suis sûr. La grande majorité d'entre vous reviennent dans 20 minutes avec un truc mieux fait. Ça nous a pris des centaines d'heures de faire ça. Peut-être un peu moins. Toujours est-il que c'est ultra basique et pourtant on rencontre déjà des limites qui sont rédhibitoires pour ces algos-là. Vous imaginez si votre banque, votre assurance, votre médecin utilise à outrance ce genre d'outils. C'est bien d'avoir un virement qui peut partir dans la nature une fois sur 1000, mais c'est pas souhaitable. C'est des choses qu'on va avoir du mal à vendre au métier. Et surtout, c'est vraiment des petits composants très spécifiques en fait, les intelligences artificielles. Tout ce qu'il y a autour, tout ce qui fait le produit, ça reste du développement classique. Nous, les questions qu'on s'est posées, comment est-ce qu'on représente les niveaux, est-ce qu'on fait ça sous la forme de tableau, sous la forme de matrice, comment on communique, qu'est-ce que tu m'envoies dans ton API, qu'est-ce que je te renvoie dans ton API, etc. etc. Ça, c'est pas quelque chose qui aurait émergé de rien. C'est pas un truc qu'une intelligence artificielle aurait pu pondre tout seul. C'est des idées, des problématiques de conception, c'est des choses qui font partie de la fiche de poste du développeur. Donc voilà. Je vais te demander, je te demande à chaque fois, est-ce que je les embête avec les dépendances cycliques? Tu les as déjà bien harcelés là. Je vais le faire quand même. Allez, fais-toi plaisir. On vous a dit qu'on avait besoin d'un bot pour générer les cartes. Le problème, c'est qu'on a aussi besoin des cartes pour générer un bot. Ça, c'est une problématique qu'on rencontre tout le temps, nous, dans notre vie de développeur. Et le PO, il arrive, il a une super idée de projet, il me faut un back, il me faut un front. Ouais, mais le back, il a besoin du front, le front, il a besoin du back. Nous, on est malins, on s'est communiqué entre nous, on fait des réunions, on fait de l'agile, on fait ça en itératif, on fait des ateliers, et du coup, on fait des mock-ups. On dit, bon, bah attends, je te fais un back-end bidon, je te fais un front bidon, et puis on itère comme ça, et au fur et à mesure, on fait avancer les choses en même temps. Nous, là, si on n'avait pas fait ce travail-là, en fait, de développement, en parallèle du développement des intelligences artificielles, jamais ça aurait vu le jour. Parce que de toute façon, il nous fallait un algo pour générer des cartes pourries pour pouvoir commencer à entraîner le bot, et il nous fallait un bot un peu pourri pour commencer à générer des cartes. Et donc tout cet assemblage entre briques, ça encore une fois, c'est du développement. Donc dire que l'intelligence artificielle va venir remplacer les développeurs, non, ça va venir leur donner plus de boulot en fait, dans le bon sens du terme. Cependant, tout n'est pas noir. Moi je travaille là-dedans, j'adore ça, c'est passionnant. Et surtout, les briques qu'on vous a présentées là, elles sont de plus en plus accessibles. C'est des frameworks qui sont maintenus par d'énormes boîtes. Il y a des tutos énormes, des ressources énormes. C'est de plus en plus simple de se mettre dedans en fait, parce que c'est des librairies, des frameworks, c'est des choses qu'on a l'habitude de manipuler en tant que développeur. Et juste, je te coupe sur cette partie, je peux confirmer en tant que développeur qui vient plutôt de l'univers Java J2E, c'est très très accessible comme outil. On vous le montrait tout à l'heure sur les petits bouts de code, c'est limite de la magie, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais après, c'est pas forcément magique. Derrière, il y a des notions. Alors, ça paraît magique au premier abord, en tout cas. Ouais. Mais du coup, il y a des maths quand même derrière qui sont accessibles. Moi, je les ai skip là parce qu'il nous reste genre 3 minutes. Et bon, ça aurait été compliqué de faire tout ça. Mais c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qui sont à la portée de développeurs. Et nous, finalement, en fait, notre vision, c'est que tous ces algos de machine learning qui sont parfois pronostiqués comme des choses qui vont venir nous remplacer, nous les développeurs, je ne m'engage pas sur d'autres métiers. Mais nous, les développeurs, en tout cas, je pense qu'on devrait plutôt les considérer comme un outil.
C'est un outil qui va venir se rajouter à toute notre boîte à outils qui commence à être sacrément grosse. Mais par exemple, quand vous avez envie de trier un tableau, je pense que vous ne vous posez plus la question de quel est l'algo de tri qui est utilisé derrière. J'espère que c'est Quicksort. Si c'est BubbleSort, changez. Mais c'est une question qu'on ne se pose plus. Les algos de machine learning, moi j'ai l'intuition, dans quelques années, ça va se transformer un peu comme ça. C'est des outils qui nous permettront à répondre à de nouveaux problèmes dans des cas assez spécifiques. Il faut des données, il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut que le droit à l'erreur soit pas trop grave parce que bon, c'est pas déterministe, etc., etc. Mais qui vont en fait venir agrandir le champ du possible, plus que venir nous remplacer et nous prendre notre travail. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On doit être pas mal. C'est l'heure des remerciements. Du coup, premier merci donc à Valoriade de nous avoir amenés ici. Merci au Defest pour l'accueil, encore une fois, et pour avoir validé le projet. Merci à nos 3 astronautes de chez Valoriade qui nous ont aidés, que ce soit pour faire le front, mais surtout pour faire les slides. Honnêtement, vous auriez vu la première version des slides, je pense que vous auriez saigné des yeux. Donc voilà, un grand big up à eux pour nous avoir filé un coup de main. Et surtout, merci à vous pour votre participation.